Bonjour, pour ce deuxième cours de culture scientifique, partie 2, toujours dans une présentation de l'histoire des sciences, on va parler d'épistémologie et de philosophie aujourd'hui. Qu'est-ce que la philosophie et l'épistémologie des sciences? Donc on a vu au cours des séances précédentes que l'histoire des sciences est le développement des sciences, les mathématiques, la mécanique, la biologie. Et il y a une autre partie de cette matière histoire des sciences, c'est une réflexion autour des sciences, des problèmes philosophiques, épistémologiques. Donc, qu'est-ce que la philosophie des sciences? Une définition, théorie philosophique de la connaissance, dans lesquelles sont abordées les questions comme celle des possibilités, des limites du savoir scientifique. On se pose des questions à la philosophie autour des sciences. L'épistémologie, c'est plutôt une étude critique des sciences, des procédures et des méthodes de production du savoir scientifique destinées à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée. Donc, c'est autour de la méthode. Les deux écueils à éviter vis-à-vis de la science, aujourd'hui dans le cours de philosophie des sciences, c'est le scientisme. Le respect craintif de la science, donc penser que la science va résoudre tous nos problèmes, et le relativisme, donc le mépris de la science, penser que tout est toujours remis en cause, que les sciences sont au même niveau que d'autres pensées humaines, la politique, les religions, etc. C'est des choses différentes. Les deux grands courants de pensée en philosophie des sciences, et avec la question la réalité existe-t-elle? Donc autour de la réalité, il y a le réalisme. Einstein était un réaliste. La réalité existe indépendamment de nous. Et puis de l'autre côté, l'idéalisme, l'antiréalisme. La réalité n'existe pas indépendamment de nous. Toute cette question de la physique quantique qui est posée. Alors évidemment, les débats que nous reverrons, Niels Bohr, Albert Einstein, étaient passionnants autour de cette notion, et les expériences d'Alain Aspect à la fin du XXe siècle, dans les années 1980, avons levé ce débat, c'est-à-dire Niels Bohr avait raison. Nous ne savons pas ce qu'est la réalité. Le grand personnage de la philosophie des sciences au XXe siècle, c'est Ludwig Wittgenstein, et la notion de vérité, et le langage pour l'exprimer. Donc on a compris que la vérité était difficile à utiliser en science, et Wittgenstein va être quelqu'un qui va, dans une première partie de sa vie, alors Wittgenstein est un enfant de parents qui ont une immense fortune en Autriche, il vit à Vienne, son père est un banquier industriel, etc. Et cet homme va un peu rejeter ce milieu bourgeois très riche et va faire une école d'ingénieur, des études d'ingénieur en Angleterre, puis va abandonner, va venir vers la philosophie, rencontrer Bertrand Russell, donc toute une vie passionnante, découvrir son homosexualité, va aller vivre en Norvège dans une cabane isolée pour se retirer, pour réfléchir. Il a toute une vie incroyable, celui de Wittgenstein. Dans la première partie de sa vie, eh bien, il est plutôt scientiste. Dans son Tractatus Logico-Philosophicus, paru en 1921, donc il a une trentaine d'années, et c'est son grand œuvre, une centaine de points, très difficile à lire. Première philosophie de Wittgenstein, qui a longtemps été interprétée en un sens vérificationniste. Seuls les énoncés dont on peut établir la vérité seraient doués de sens, et a conduit certains lecteurs à l'idée que la science était le seul discours légitime, le scientisme, ça va nous apporter, va tout expliquer la science. Et deuxième partie de sa vie, donc il a plutôt une cinquantaine d'années, quand il va venir vers l'autre partie de cette pensée, le relativisme. Il va réfléchir à cette science, donc entre 36 et 49, publié après sa mort. C'est une critique de son premier livre. Donc la seconde philosophie semble présenter la science comme une activité humaine, une forme de vie dont les règles et conventions seraient adoptées à volonté par la communauté et donc objet de scepticisme. Donc un doute sur la science. Les courants de pensée en philosophie, épistémologie des sciences, c'est courtant. Alors, les anglo-saxons font pas tellement de différence entre philosophie et épistémologie. Nous, en France, on fait une différence. C'est pour ça que j'ai mis épistémologie et philosophie. Le domaine des idées, oui, Platon, avec le doigt qui pointe vers le ciel, nous dit, attention, la réalité que l'on voit, qu'est-ce que c'est? Ce mythe de la caverne, ces hommes qui ne voient que l'ombre de la réalité au fond de la caverne, eh bien, à travers notre capteur œil, avec le nerf optique qui transmet des informations dans le cerveau, et le cerveau reconstitue des images. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que Platon n'est pas moderne aujourd'hui en nous disant le domaine des idées? Qu'est-ce que c'est que la réalité? La physique quantique nous laisse à penser qu'effectivement nous ne savons pas ce qu'est la réalité. Aristote pragmatique, donc il montre avec sa paume le sol dans ce célèbre tableau auquel il apparaît. Et donc Aristote, Histoire des animaux, c'est très pragmatique, c'est très d'actualité. Il a décrit ce qu'il observait donc d'une manière très moderne. Par contre, la physique d'Aristote était prouvée fausse. On en reparlera avec le cours sur Galilée, bien sûr. L'induction. Donc on a longtemps pensé, Francis Bacon va être quelqu'un dans son Novum Organum, c'était un chancelier de la cour d'Angleterre, je ne sais pas, c'était pas un scientifique, mais quelqu'un qui réfléchissait au monde scientifique, et il nous dit à partir de certains nombres de faits expérimentaux,
on va tirer des lois générales. Il suffit d'observer, d'expérimenter, puis on va avoir une idée, on va avoir une loi. L'induction, ça induit le fait de faire l'expérience. Ben non, on va en revenir sur cette idée. Donc Descartes, bien sûr, René Descartes, donc il propose un nouveau genre de connaissance, la méthode cartésienne, la raison, le rationalisme. Donc cette célèbre phrase qui apparaît dans ce texte, les découvertes en physique m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative que l'on enseigne dans les écoles, la religion, l'image, l'idée que nous donne la religion des sciences, on peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Oui, nous avons pensé que nous deviendrions comme maîtres et possesseurs de la nature. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, l'extinction des espèces vivantes, la notion de progrès est remis en cause. Ne tenir pour vrai que ce qui est démontré de façon progressive et sans faille, donc appliquer cette méthode cartésienne qui nous laisse, René Descartes, douter, diviser les difficultés, aller du plus simple au plus compliqué, vérifier que l'on n'a rien oublié. Je pense donc je suis, cette fameuse phrase qui place le moi, je réfléchis, je pense, au centre de sa philosophie. Auparavant, les philosophes avaient essayé de trouver comment est le monde en soi. Descartes choisit une autre approche. Je ne peux savoir comment est le monde en soi que si j'examine comme il se présente à ma pensée. Nous sommes entre le monde et nos pensées, nous sommes là. Je pense, donc je suis. J'existe. Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée, et qui pour être n'a besoin d'aucun lieu, ni de dépend d'aucune chose matérielle, en sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme, grande idée, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, intéressant, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est. Donc là, il y a un débat, bien sûr, sur la notion d'âme, entièrement distincte du corps. Donc Damasio, ce célèbre neurologue qui vit aux États-Unis d'origine portugaise, a écrit 2 livres qui sont passionnants, L'erreur de Descartes, donc vous voyez, n'est pas d'accord, ce monsieur, ce neurologue, avec l'âme distincte du corps. Et de l'autre côté, il a écrit Spinoza avait raison. Donc là, il dit Spinoza qui avait une vision holiste des choses, qui nous voyait notre cerveau, donc nos pensées, soi-disant l'âme. Non, tout est dans notre corps. Rien n'est quelque part en dehors de notre corps. Donc voilà, ces 2 livres de Antonio Damasio, passionnants, L'erreur de Descartes. Spinoza avait raison. Oui, Spinoza avait énoncé cette idée. Nous ne sommes qu'un tout. Voilà, pourrait-on dire, il y a là des pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense, donc je suis. Et où est l'âme? Non, c'est dans notre cerveau. Voilà. Kant, Emmanuel Kant, donc la critique, oui, c'est un livre très connu mais que peu de gens ont lu, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger, donc à savoir libérer du respect des ancêtres. Ce ne sont pas les observations mais notre entendement des données, l'organisation de notre système d'assimilation qui permettent l'élaboration des théories. L'entendement ne puisse pas ses lois dans la nature mais les lui prescrit. Donc il renverse, on dit qu'il fait une révolution copernicienne dans la philosophie. Donc par rapport à Bacon, l'induction, il suffit d'observer pour avoir des idées. Non. On a d'abord des idées, puis après on va voir si ça colle à la réalité. Comte, le positivisme, donc le scientisme, le positivisme, la science devient l'idole, c'est-à-dire que c'est à travers la science qu'on va devenir heureux, on va dominer le monde, nous aurons tout ce qu'il nous faut. Les 3 thèses de Comte, la marche progressive de l'esprit humain ou loi des 3 états, théologique, métaphysique et scientifique, ou le positivisme. La prévision rationnelle est le principal caractère de l'esprit positif, voir pour prévoir. La science est destinée à fournir la véritable base rationnelle de l'action de l'homme sur la nature, le rôle des ingénieurs, notion de progrès. Donc voilà la vision de Comte dans sa philosophie des sciences qui aujourd'hui est remise en cause. On pousse un peu plus loin le positivisme, donc on était avec Comte à l'origine, puis des gens au cours du XXe, à Vienne en Autriche, une conception scientifique du monde, donc ils sont plusieurs. Carnap est très célèbre, Gödel, le mathématicien, le cercle de Vienne entend combattre ceux qui cultivent des attitudes métaphysiques et théologiques au contenu depuis longtemps dépassé, donc ils veulent lutter contre l'obscurantisme quelque part, mais en promouvant les sciences un petit peu de manière trop importante. La raison et l'imagination, Gaston Bachelard, donc ça, le nouvel esprit scientifique, Gaston Bachelard, regardez ses dates de vie et de mort, ses dates de naissance, ses dates de vie, pardon, de mort. 1884, donc il a
16 ans, 1900. Hein. Il va voir la guerre 14-18, la guerre 39-45, il meurt en 62. C'est quelqu'un qui va voir la grande révolution des techniques, hein, l'électricité qui arrive fin 19e, début 20e, les télécommunications, et les grandes révolutions scientifiques, hein, la théorie synthétique de l'évolution, les relativités, la physique quantique. Donc il réfléchit à tout ça et il laisse un livre, Le Nouvel Esprit Scientifique. Donc là, il y a un extrait de film passionnant que je vous laisserai regarder. On le voit parler. Donc la pensée possède deux versants, la raison, oui d'accord, et l'imagination. La science doit se défaire de la puissance évocatrice de l'imagination pour atteindre une rationalité abstraite. La science est une lutte permanente contre les erreurs et les images trompeuses. Elle ne progresse qu'en s'opposant et n'évolue jamais sur une terre ferme et assurée. Donc on voit apparaître dans toutes les idées de la philosophie d'aujourd'hui, l'esprit scientifique se constitue sur un ensemble d'erreurs rectifiées. Il faut accepter, oui, les sciences, c'est une critique. Donc Michel Foucault vante les mérites de Gaston Bachelard qui a su évoluer et venir vers la nouvelle pensée scientifique. Maintenant, les trois personnages importants dont je vais vous parler en philosophie des sciences, Karl Popper, XXe siècle, Conjecture et réfutation. C'est le titre d'un de ses livres. Une théorie scientifique forme un corps d'hypothèse ou conjecture dont la validité se mesure à sa capacité à résister à des expériences cruciales susceptibles de tester sa validité. La science progresse donc par conjecture, hypothèse, on énonce, et on regarde si on ne peut pas prouver que c'est faux, on réfute. Le propre de la science réside dans sa capacité à se corriger elle-même, Bachelard, et non dans le fait de proposer des vérités définitives. Nous vous enseignons des vérités définitives, c'est une erreur. Que fait Einstein que ne fait pas Freud? Il propose une théorie qui prend le risque d'être réfutée, donc c'est ces deux images. Albert Einstein d'un côté, donc vous voyez Mercure, la planète la plus proche du Soleil, dans son plan de rotation autour du Soleil. C'est une trajectoire elliptique, hein, par Kepler au XVIIe siècle. Donc on voit le périhélie, le point le plus proche de sa trajectoire par rapport au Soleil, et l'aphélie qui serait ici, le point le plus loin. Ben, ce périhélie, au cours du temps, bouge dans le plan de rotation. Donc il y a un petit angle ici qui se crée. Donc ce qu'on appelle la précession du périhélie de Mercure. Et donc la mécanique newtonienne ne prédisait pas cette précession, très faible, hein, par siècle, et Albert Einstein va se lancer dans un calcul. Et en 1917, je pense 1915, on sort la relativité générale. Très vite, il va tomber sur ce résultat, cette mesure. Donc c'est une confirmation de la relativité générale d'Albert Einstein. Là, on voit Blanche Whiteman, donc dans les bras de Charcot, le grand professeur, qui essaie de soigner cette femme qui est sujette à des dépressions nerveuses. Et en fait, ce qu'on appelle l'hystérie féminine à l'époque. Et on voit bien que, alors Freud était dans l'assistance, visiblement, il a assisté à cet usage de l'hypnose, hein, qui revient en force aujourd'hui, l'hypnose, hein, à l'hôpital. Et cette femme, eh bien, il va essayer de la soigner, mais il y a plein d'origines à ces troubles. Pourquoi est-elle sujette à ces dépressions nerveuses? Est-ce que c'est une physiologique? Est-ce qu'il y a un problème, une tumeur au cerveau, quelque chose physiologique? Ou alors est-ce que c'est psychologique? Donc elle a vécu des traumatismes dans son enfance, etc. Donc il y a des tas de raisons sociologiquement aussi. C'était une femme qui vivait avec un homme qui l'a délaissée, qui était riche, qui... voilà, elle était seule à la maison, il y avait des tas de raisons pour lesquelles elle pouvait présenter une dépression. Donc, que fait Einstein que ne fait pas Freud? Il propose une théorie que prend le risque d'être réfutée. Oui, Einstein, si son résultat de calcul était faux par rapport à la mesure, eh bien, sa théorie était soumise à critique. Alors que là, ben, on peut trouver des tas de raisons, hein, pour le malaise de Blanche Whiteman. Voilà. Donc, le scientifique tente une hypothèse et attend une réfutation de sa théorie par un fait expérimental. On peut donc prouver qu'une théorie est fausse, mais pas qu'elle est vraie. C'est un critère de démarcation entre science et non-science. Vous voyez, la pensée fondamentale de Popper, c'est ça. On peut prouver que c'est faux. Einstein, il a pris le risque. Maintenant, deuxième grande idée, les paradigmes et les révolutions scientifiques. Hein, théorie dominante, un nouveau paradigme dominant, une révolution. Thomas Kuhn, vivant aussi au XXe siècle. Donc en 1962, il va sortir un livre qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques, après conjecture et réfutation, la structure des révolutions scientifiques, qu'est-ce que la vérité? La vérité n'est plus qu'une opinion partagée, un paradigme. C'est-à-dire que la science fonctionne comme ça, hein, il y a des... Alors bien sûr, pré-science, hein, il y a très longtemps, mais à un moment donné, donc la science arrive, la mécanique newtonienne est là, ça s'appelle le paradigme, et une science normale, mais il y a des crises, il y a des moments difficiles, bah oui, la précession du périhélie de Mercure. Et tout d'un coup, il y a un homme qui avance une autre théorie, dans le cas de la mécanique newtonienne, qui englobe la mécanique newtonienne, et qui va répondre, hein, à ce que à la question pour laquelle on n'avait pas de réponse avec la théorie ancienne. Donc on passe de la mécanique newtonienne à la mécanique relativiste, on passe du créationnisme, Dieu a créé ce monde, hein, dans la biologie, à l'évolutionnisme avec Darwin. Voilà.
Donc il y a des crises, ce qu'on appelle des controverses dans la science et des révolutions scientifiques. Certaines des plus grandes révolutions scientifiques sont probablement la révolution copernico-galiléenne, la révolution darwinienne, la révolution einsteinienne et peut-être la révolution de la psychologie, qu'on associe à Freud. D'accord. Mais dans toutes les matières, il y a des grandes révolutions scientifiques. Pour Freud, voilà pourquoi on a du mal avec cette idée de la psychologie, de la psychanalyse. Freud, toujours c'est controversé. Regardez ce qu'il disait dans un texte, Une difficulté de la psychanalyse, en 1917, Sigmund Freud. Dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité deux graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'elle a montré que la Terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable, c'est vrai. Le second démenti fut infligé à l'humanité par la recherche biologique, lorsqu'elle a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'est accomplie de nos jours à la suite des travaux de Charles Darwin, de Wallace, concurrent de Darwin, et de leurs prédécesseurs, travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains, voir le cours sur Charles Darwin. Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il n'est seulement pas maître dans sa propre maison, qu'il est réduit à se contenter d'enseignements rares, fragmentaires de ce qui se passe en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique. Donc il se place, lui, à l'origine de cette révolution, la psychologie, au même niveau que Copernic et Darwin. C'est un petit peu prétentieux, on lui en veut un peu. Voilà, Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole. C'est vrai qu'il y a eu des livres qui ont beaucoup attaqué Freud. Donc si on lisait la structure des révolutions scientifiques, je ne prendrai pas le temps, mais lisez-le, hein, vous avez accès à ces documents, donc vous verrez que c'est assez passionnant de lire quelques extraits de ces livres. Troisième grand penseur, contre la méthode, pour une théorie anarchiste de la connaissance, donc on dit un penseur anticonformiste. Regardez ce livre qui va sortir en 1975 de Paul Feyerabend. Les méthodologies ne s'accordent pas avec l'histoire des sciences, il n'est pas de méthode scientifique rigoureuse. Des astuces de type logique, rhétorique, esthétique, voire éthique ont effectivement été employées dans l'avènement des modèles. Oui, c'est compliqué. Une théorie s'impose, c'est compliqué. Donc c'est cette idée de dire c'est un petit peu anarchiste. L'histoire livre de nombreux exemples de théories valides qui recèlent pourtant des incohérences internes. Bien sûr, toute théorie a des incohérences, et pourtant on la garde, jusqu'à temps que peut-être une autre l'englobe, ou sont en contradiction avec certains faits. La relativité générale des chaînes ne parvient pas à décrire un certain nombre de processus gravitationnels dans l'univers, c'est une mystérieuse matière noire qui est envisagée, l'énergie noire, oui c'est vrai. En énonçant des règles, on néglige la créativité des hommes, bien sûr, l'imagination, le génie. La science ne doit pas être institutionnalisée et pas enseignée comme une vérité, mais hélas, c'est le cas. Donc, contre la méthode, je vous propose de lire ce texte qui est assez passionnant. Donc, l'anthropologie ou la sociologie des sciences. Bon, alors, parfois, cette matière est qualifiée de relativiste. Donc, il ne faut peut-être pas aller jusque-là, mais c'est une vision constructiviste, on dit, du monde. Donc, alors, on voit pas, c'est Bruno Latour qui vient de décéder d'ailleurs. Et les recherches menées tendent à montrer qu'en matière scientifique, les capacités d'argumentation, les effets de pouvoir et autres réseaux jouent un grand rôle dans la définition de la vérité scientifique, autrement dit, de la pertinence ou non d'un fait, de la d'une expérience. Il faut tenir compte effectivement de l'impact du groupe individu, les scientifiques, la sociologie, comment ça fonctionne, ce groupe d'individus. Alors, Étienne Klein, dans un livre, nous ramène un petit peu à ce qui nous se passe aujourd'hui dans les classes. Une anecdote résume les dangers qui nous guettent avec nos étudiants. Au terme d'un cours donné devant 200 étudiants, alors que je venais de terminer au tableau un calcul de relativité restreinte montrant que la durée d'un phénomène n'est pas la même pour tous les observateurs, ce qu'on appelle la dilatation des durées, un jeune homme, étudiant, demanda la parole, je lui laisse. Il dit « Monsieur, personnellement, je ne suis pas d'accord avec Albert Einstein ». J'imaginais, dit Étienne Klein, qu'il allait argumenter. Qu'est-ce qu'il répond? Je crois pas à la dilatation du durée que vous venez de calculer. Se contenta-t-il de répondre parce que je ne la sens pas. Les émotions, les ressentis. Nous vivons dans le monde du ressenti, on dit des émotions. Ainsi, en ce début du XXI, un jeune homme peut-il, fort de ses intuitions et de sa subjectivité, contester devant son professeur le résultat de près d'un siècle d'expérimentation et d'objectivation a permis que près d'un siècle a permis de valider. Donc voilà, ça c'est ce que nous vivons aujourd'hui enseignants. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.